Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemtong, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement socio-politique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, ce que je vais commencer par dire de prime abord, c'est que très souvent, le vainqueur est souvent enthousiaste à raconter son histoire, l'histoire de ses exploits. Voilà pourquoi il arrive des moments où on n'a qu'une seule version de cette histoire-là. Et cette version n'est autre que celle que le vainqueur voudrait bien raconter. Or, mesdames et messieurs, il y a une vérité dans cette affaire du coup d'État manqué du 6 avril 1984 que les acteurs, c'est-à-dire que ceux qui détiennent les rênes du pouvoir aujourd'hui, vous cachent. Je dois à la vérité qu'il y a bel et bien eu une programmation ou alors une planification d'un coup de force contre les institutions établies au Cameroun, et cela bien avant l'arrivée de M. Paul Barthélémy Biya-Mvondo au pouvoir au Cameroun le 6 novembre 1982. C'est-à-dire qu'il y avait déjà un coup de force, un coup d'État qui se préparait au sein de l'armée du Cameroun. Ce n'est pas moi qui le dis, je vous invite à écouter Guérandi Mbara, le capitaine Guérandi Mbara, qui, dans le cadre d'une interview qu'il a accordée à Cameroon Voice, une web radio basée au Canada et qui est dirigée par des Camerounais. Alors, il accordait donc une interview à cette web radio et il expliquait les raisons pour lesquelles ses camarades et lui avaient planifié un coup d'État contre les institutions établies au Cameroun et que cette planification a eu lieu bien avant l'arrivée de Paul Biya et de son club Essingan au pouvoir. On écoute, mesdames et messieurs. Et l'objectif premier, notre objectif premier, vous vous en doutez, était d'éviter le chaos que traversent nos États aujourd'hui et anticiper des solutions aux désordres sociopolitiques et économiques qui émergeaient des administrations mises en place. D'où d'ailleurs, beaucoup demandent que signifiait l'appellation JOSE, ce mouvement, la Jeunes Officiers pour la survie de l'État. C'était la conséquence de ce failed state-là. Et mes camarades avaient donc analysé la situation géopolitique au Cameroun au sein des cellules secrètes mises en place depuis les années 1975. Je tiens à le dire et je crois que ces cellules-là existent encore, mais vous me permettrez de ne pas en dire plus. Vous voulez donc dire que... Ça, c'est ce que Guérandi Mbara avait déclaré à l'époque. Je crois que c'était l'interview date du 6 novembre 2009 au sujet du coup d'État qui était en préparation. Je ne parle pas, parce qu'il faut faire la différence entre le coup d'État dont parlait Guérandi Mbara et que eux, au sein de la cellule secrète dont il parlait, la cellule secrète qui avait été créée au sein de l'armée camerounaise. Bon, mais maintenant, il y a un autre coup d'État qui a eu lieu, ou alors une tentative de coup d'État qui a eu lieu le 6 avril 1984. C'est de cela qu'il est question au cours de cette chronique de MBT. Mesdames et messieurs, j'aimerais convoquer le bon sens des uns et des autres. Était-il possible de renverser Paul Biya à l'époque? La réponse, c'est non. Je m'explique. Aucun coup d'État n'était possible à cette époque. Pourquoi? Parce que, premièrement, au regard du dispositif sécuritaire de l'époque, c'est-à-dire que la plupart de ceux qui occupaient des postes clés au sein de l'appareil sécuritaire de l'État étaient des partisans des Biya. Le secrétaire général à la présidence de la République, c'est-à-dire que celui qui recevait les bulletins du Sénat pour les transmettre au président, c'est-à-dire que celui qui était censé recevoir les bulletins de renseignement, les bulletins quotidiens, pour les transmettre au chef de l'État, il s'appelait Joseph Zambo. Le chef d'état-major des armées de l'époque s'appelait le général Pierre Semeng. Le directeur de la sécurité présidentielle, la DSP, à l'époque, s'appelait le colonel, parce que c'était son grade à l'époque, le colonel René-Claude Meka.
Il est aujourd'hui général et puis chef d'état-major des armées. La DST, c'est-à-dire que les services de renseignement intérieur du Cameroun étaient dirigés par Mbarangele parce que Mbarangele était le DGSN, le délégué général à la sécurité nationale, le même poste qu'il occupe aujourd'hui. Donc c'est lui qui était en charge des renseignements à l'intérieur du territoire camerounais. Le Sénat, c'est-à-dire que ce qui est aujourd'hui appelé la DGRE, était dirigé par Jean Fauchivé. Et Jean Fauchivé avait pris fait et cause pour Paul Biya après le départ d'Amadou Ahidjo. C'est-à-dire que malgré toutes les années passées sous Amadou Ahidjo, malgré toute la fidélité envers l'ancien président, quand Biya est arrivé, il s'est mis au service du nouveau régime. Alors dites-moi, au regard d'un tel dispositif de sécurité, est-ce qu'il était possible de renverser Biya à l'époque? Est-ce qu'il était possible de réussir un coup d'État? C'était vraiment possible. C'était possible. Et il y a également autre chose. Quand vous regardez l'histoire des coups d'État en Afrique, les unités en charge, c'est-à-dire que les unités qui mènent des coups d'État, ce sont des unités de l'armée, des unités militaires. Ce ne sont ni les policiers, ni les gendarmes qui sont à l'avant-garde des coups d'État en Afrique. Je prends le plus récent qui a eu lieu chez mes beaux-frères là au Burkina Faso. C'est une unité spéciale de l'armée appelée Cobra qui a conduit, que ce soit le coup d'État du 24 janvier 2022, qui a permis que le colonel Damiba s'installe, que ce soit celui du 30 septembre 2022, qui a porté celui qui est là présentement, le jeune capitaine là, Ibrahim Traoré. C'est une unité spéciale de l'armée. Or, au Cameroun, c'était les gendarmes qui appartenaient à la garde, ce qui était appelé à l'époque la garde républicaine. Depuis quand les gendarmes font le coup d'État? Depuis quand les gendarmes sont impliqués dans des coups d'État? Mais c'était tellement grotesque, puisque à l'époque, la garde républicaine était faite à 90% des gendarmes. Et c'était les gendarmes qui étaient au cœur on va dire quoi, de cette tentative de coup d'État de 84. Ce qui était quand même assez curieux. Et autre chose, mesdames et messieurs, que vous devez retenir, c'est l'objectif de ce coup d'État. L'objectif du coup d'État, s'il en était un tel, ou si vous voulez l'objectif de ce faux coup d'État, parfaitement organisé, bien organisé, par les membres du club Essingang qui sont au pouvoir aujourd'hui. J'entends par Essingang ici le lobby politico-sécuritaire, Petit Boulot, qui dirige le Cameroun là. Mon ami Zuimanto les appelle souvent les propriétaires du pays. Ce sont ces propriétaires du pays là, qui étaient derrière le coup d'État du 6 avril 1984. Et je m'explique. Le premier objectif de ce coup d'État du 6 avril 1984, dont ils étaient très bien informés, les membres du club des Singang de l'époque là, c'était d'installer la suprématie, c'est-à-dire que c'était d'asseoir le pouvoir, l'autorité et la suprématie de la tribu Beti. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jean Fauchivé qui l'avait confié à son cousin Frédéric Fenkam, auteur de l'ouvrage que voici. L'ouvrage est intitulé « Les révélations de Jean Fauchivé, le chef de la police politique des présidents Ahidjo et Biya ». Je vais vous lire l'extrait de l'ouvrage où Fauchivé parle de l'objectif principal du coup d'État. Écoutez très attentivement. Il faut noter en passant que tout ceci, il parle du coup d'État en question, n'était pas pensé dans le seul but d'asseoir le pouvoir des Biya, mais pour implémenter l'autorité, le pouvoir et la suprématie de la tribu Beti. Je ne sais pas si on se comprend. Il est aussi très important de faire cette différence, sinon il sera très difficile de comprendre la politique camerounaise sous le règne de M. Biya. Tout en haut, il y a le clan, ce que j'appelle très souvent ici Essingang. Tout en haut, il y a le clan qui est la structure suprême
et qui actuellement gouverne au Cameroun. Il le disait à l'époque, Jean Fauchivet, à son cousin, mais la réalité est toujours d'actualité. C'est-à-dire que ce qu'il décrit là est toujours d'actualité, au sommet de l'État du Cameroun. Puis il continue en disant, ensuite vient M. Biya, qui est l'exécutif. S'il le fallait, le clan serait prêt à le sacrifier et le remplacer par un autre fils de la tribu. Car, il faut le souligner en passant, le clan est sérieusement armé et militairement bien protégé. Ce n'est pas Michel Biemton qui l'avait dit, ou qui l'a dit. Ce n'est pas Michel Biemton qui l'a écrit. C'est bel et bien Jean Fauchivet, l'ancien tout-puissant patron des services secrets du Cameroun, sous les deux régimes, que ce soit Ahidjo, que ce soit Paul Biya. C'est Fauchivet qui l'avait dit. L'autre objectif, justement, de ce vrai faux coup d'État, c'était, premièrement, de massacrer tout, c'est-à-dire que les soldats originaires du Nord, qui étaient restés fidèles à Amadou Ahidjo, c'est-à-dire que les soldats, c'est-à-dire que les militaires au sein de l'armée camerounaise. Donc, en fait, quand les Essingans arrivent au pouvoir en 82, leur objectif, c'est de se débarrasser de tous ceux qui, au sein de l'armée, sont restés fidèles à Amadou Ahidjo, du moins au gradé. Voilà pourquoi, en fait, l'objectif, en fait, le fin mot de ce que l'on vous présente comme étant le coup d'État du 6 avril 1984, c'était ça. C'est-à-dire que les Essingans ont organisé leur truc juste pour trouver le prétexte d'engager une purge au sein de l'armée camerounaise, une purge des militaires, des soldats originaires du Nord qui sont restés fidèles à Amadou Ahidjo. C'était ça l'objectif. C'était ça l'objectif. René-Claude Meka, qui est aujourd'hui chef d'état-major des armées, à l'époque, il était le chef de la division de la sécurité présidentielle, c'est-à-dire le directeur de la sécurité des Biya. Est-ce qu'il peut dire aux Camerounais qu'il était ignorant de ceux qui avaient un groupe de militaires qui préparaient un coup contre Biya? Est-ce qu'il peut dire qu'il n'était pas au courant? Puisque le capitaine Alakaï, qui était membre de la cellule secrète dont parlait Guérandi Mbara, le capitaine Alakaï, le 5 avril 1984, était venu le voir pour lui dire que comme tu vois là mon colonel, il y a un truc qui se prépare. Parce qu'il avait pris peur. Il est donc allé trahir on va dire quoi, ses compagnons chez le colonel Meka. Tous ceux qui se réjouissent aujourd'hui là, les hauts gradés originaires du centre-sud et de l'est là, qui se réjouissent aujourd'hui d'avoir maté le coup d'État. Les Semeng, les Bortitus, celui qui est le DSP aujourd'hui là, comment il s'appelle, Général Aivo des Ancio Yeno. Tous là, ils étaient parfaitement informés de ceux qui avaient un groupuscule de jeunes officiers, sous-officiers au sein de l'armée qui préparaient un coup contre Biya, contre son régime. Ils étaient parfaitement au courant. La preuve en est que Fauchivet lui-même, dont j'ai cité un extrait de l'ouvrage à lui consacré, c'est-à-dire qu'il avait rédigé un rapport, parce qu'à l'époque, c'est lui qui dirigeait les renseignements extérieurs. Il a fait un rapport, il a adressé à Biya via son secrétariat général. Et le secrétaire général à l'époque, je l'ai dit en début de cette chronique, s'appelait Joseph Zambo. Pourquoi Joseph Zambo n'a jamais transmis le rapport que Fauchivet avait commis au président Biya? Pourquoi? Donc tout ce qui s'est passé le 6 avril 1984 là, ceux qui aujourd'hui se vantent en disant que voilà, ils ont maté le coup d'État du 6 avril, ils étaient parfaitement informés de ceux qui avaient un truc de ce genre qui se préparait. Donc ça veut dire qu'en réalité, ce coup d'État-là, c'était un montage dans le but d'engager une purge contre les soldats originaires du Grand Nord qui étaient restés fidèles à Amadou Ahidjo. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà donc les objectifs de ce qu'on vous a présenté et de ce qu'on continue de vous présenter comme étant le coup d'État manqué du 6 avril 1984. L'autre objectif de cette histoire, parce qu'il faut relever, c'est important, que dans
cette machination, Amadou Ahidjo, l'ancien président, était également visé. Alors l'objectif de cette histoire, c'était de l'écarter de la scène politique. Parce qu'on a vu Ahidjo qui gesticulait, bon, qui donnait l'impression qu'il voulait revenir en force sur la scène politique, étant président du parti unique de l'époque, l'UNC, bon, il continuait à donner même des ordres à Biya, il continuait à lui suggérer des personnes à nommer au sein de son gouvernement, etc. etc. Et les Essingam qui sont autour de Biya se sentaient vraiment agacés de voir que Biya continue d'obéir aux ordres d'Amadou Ahidjo, malgré qu'Amadou Ahidjo n'est plus au pouvoir, quoi qu'il ait gardé les rênes du parti. Et quand Ahidjo quitte même le pouvoir, il voulait tout abandonner à Biya, que ce soit la direction de l'État, que ce soit la direction du parti. Ce sont les courtisans zélés là, certains courtisans zélés de l'ancien régime. Ce sont eux qui sont allés, y compris ceux-là qui estimaient qu'on ne peut pas mettre du nouveau vin dans de vieilles autres là. Donc ils faisaient partie de ceux-là qui sont allés supplier Ahidjo avant qu'il ne démissionne, pour lui dire que non, garde au moins la direction du parti. Et laisse, même si tu dois laisser la tête de l'État, garde au moins la direction du parti. Alors, Ahidjo continuait donc à diriger le pays d'une certaine façon. Et cela agaçait les membres du club Essingam, le clan dont parlait Fauchivé dans le livre que son neveu a écrit. Et ce livre-ci est interdit au Cameroun, hein. Ça je tiens à vous le rappeler. Le livre que vous voyez là, il est interdit au Cameroun. Et qui avait interdit ça? C'était Obelabout, l'ancien directeur de la DGL. Celui qui était là avant Eko Maxime. C'est lui qui avait interdit ça. Alors les membres du club Essingam ont donc tout fait pour écarter Amadou Ahidjo de la scène politique en lui collant cette histoire sur le dos, l'histoire du coup d'état du 6 avril et tout, et tout, et tout. Et même avant, il y a même eu des trucs qu'ils ont montés de toutes pièces là, etc. Par exemple, l'histoire avec Salatou Adamou. En fait, ce que beaucoup de Camerounais ne savent pas concernant l'affaire de Salatou Adamou, c'est qu'il y avait un Français qui s'appelait Robert de Lafarge. Il avait été reçu, c'est-à-dire qu'il avait ses habitudes au ministère, parce qu'à l'époque, ça ne s'appelait pas ministère de la Défense, ça s'appelait ministère des Forces Armées. Et le ministère des Forces Armées était dirigé à l'époque par André Tchungi, Gilbert. Alors Robert de Lafarge, qui était un Français, bon, je suppose que c'était un agent secret, bon, peut-être c'est possible, a donc reçu une mallette de 60 millions avec une lettre prétendument écrite par Amadou Ahidjo, lettre à travers laquelle il était en train de planifier un coup d'État contre Paul Biya. Robert de Lafarge a pris la mallette, il est allé remettre à Salatou Adamou, qui était, je ne sais pas pour moi, l'un des aides de camp d'Ahidjo à l'époque. Et puis c'est devenu que Salatou Adamou et un autre jeune sous-officier de l'armée là, ils ont voulu comploter contre Biya, ils ont voulu le tuer, etc. etc. Tout ça c'était de la machination pure et simple, orchestrée par les Essingam qui étaient autour de Biya à l'époque. C'est de ça qu'il s'agit. Et même quand le coup le fameux, ou si vous voulez le vrai faux coup d'État a lieu le 6 avril 1984, Amadou Ahidjo n'est même pas au courant. Il n'est pas au courant. Et c'est toujours Fauchivé qui raconte ça à son neveu. Fauchivé raconte que quand il quitte la présidence de la République, parce qu'il avait été directeur de la sécurité présidentielle sous Ahidjo, il a infiltré la sécurité du président. C'est-à-dire qu'il a envoyé un de ses agents de la Sénat, du Sénat afin que ce dernier lui file souvent des informations sur ce qui se passe au palais. Et il était devenu tellement habitué des couloirs du palais qu'Amadou Ahidjo a fini par en faire un membre de sa garde rapprochée. Et quand Ahidjo quitte d'abord le pouvoir, puis le Cameroun, pour aller s'installer à Nice, en France, où il avait un appartement, cet agent secret de Fauchivé continuait
a figuré dans la garde rapprochée de d'Amadou Ahidjo. Et c'est lui qui fournissait tous les renseignements à Fauchivé sur les mouvements, les moindres faits et gestes d'Amadou Ahidjo, sur les personnes qu'Amadou Ahidjo recevait à son domicile, etc., etc. Alors, le jour où les nouvelles du coup d'État commencent à circuler, le 6 avril 1984, cet agent secret raconte à Fauchivé que Amadou Ahidjo donnait l'impression qu'il était surpris par ce coup d'État, même comme il avait déclaré dans une radio française que si ce sont mes partisans, ils auront le dessus. Mais Ahidjo était surpris par ce coup d'État. Et le lendemain, Amadou Ahidjo a reçu un coup de fil venant de Yaoundé. Ça, c'est toujours Fauchivé qui raconte ça. Il a reçu un coup de fil de Yaoundé. On ne sait pas trop ce que l'interlocuteur de l'autre côté, à l'autre bout du fil, lui a raconté. Et puis, on a entendu Amadou Ahidjo vociférer que Gilbert a pu faire ça. Il parlait de Gilbert Ndjitchou, le ministre des Forces armées de l'époque. Gilbert a pu faire ça. C'est la deuxième tribu qu'il massacre de la sorte. Qu'il sache que, cette fois-ci, il a affaire à des gens qui n'oublieront jamais. Et il a raccroché. Donc, Amadou Ahidjo s'est écrié en disant Gilbert a pu faire ça. Donc, en fait, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, à savoir que cette histoire de coup d'État, en fait, le mobile, l'objectif, si vous voulez, c'était d'exterminer les nordistes. Que ce soit au sein de l'appareil politique, que ce soit au sein de l'appareil sécuritaire. C'est-à-dire que tous les fidèles d'Amadou Ahidjo, qu'ils soient nordistes ou pas même, il fallait les écarter, les éliminer. Fauchivé lui-même, après le coup d'État d'avril 84, il a été arrêté. Il a été arrêté lui-même. Il a été arrêté, interrogé, on a même failli le jeter en prison. C'est Biya qui est intervenu pour qu'on le relâche, pour qu'on le relaxe. Ah oui. Et même le procès qui a abouti à des condamnations à mort au tribunal militaire, c'est-à-dire après cette mascarade appelée coup d'État. Mais quel est ce procès qui commence le 7 avril, mettons cette date-là, 1984, et le 13 mai 1984, c'est-à-dire que quelques semaines seulement après, les condamnations commencent déjà à tomber. Les enquêtes préliminaires ont eu lieu quand? Les enquêtes, l'instruction a eu lieu quand? Le procès a eu lieu quand? Quelle est cette procédure judiciaire, cette procédure pénale qui dure le temps d'un éclair, qui dure 3-4 semaines? Qui avait peur que la vérité se sache? Qui avait peur du grand déballage? Donc vous comprenez que cette histoire-là avait pour objectif d'écarter les anciens propriétaires des lieux. Aussi simple que ça. Aussi simple. La preuve en est que la garde républicaine a été dissoute pour faire place à la garde présidentielle. Ah oui. Et les conséquences de tout ceci aujourd'hui, c'est que Essingam s'est installé au pouvoir. Essingam contrôle les secteurs clés, c'est-à-dire que l'essentiel de l'appareil de l'État. Mais au fur et à mesure que Paul Biya prend de l'âge et qu'il se rapproche de la fin de son règne, les clans se sont constitués. D'un côté, vous avez le clan des Boulou, de l'autre côté, vous avez le clan des Nang. Et l'affaire de Martinez-Zogo est venue accentuer ce clivage-là. Puisque aujourd'hui, vous avez ceux qui soutiennent Amourou Belinga, bref, ceux qui sont du côté, vous avez ceux qui sont du clan des Boulou et qui estiment que non, c'est Ngongo qui a commandité l'assassinat. Voilà, parce qu'il veut régler des comptes à Moutazé, à Esso Laurent, à tel. De l'autre, vous avez les partisans de l'homme à la punk, Ferdinand Ngongo, qui disent que non, vraiment, c'est Amourou Belinga, ceci doit aller en prison, ceci, c'est la machin truc. Parce que ce qui se cache derrière l'affaire Martinez-Zogo, c'est des batailles de clans, des batailles de positionnement. Des batailles de positionnement en vue de la succession de Paul Biya. C'est clair comme l'eau de roche. C'est clair comme l'eau de roche.
C'est clair comme l'eau de roche. Et Dieu seul sait que ces batailles-là seront rudes dans les jours, dans les mois qui viennent. Et je crains que l'armée soit obligée de s'en mêler pour siffler la fin de la récréation. Et en plus de ça, les nordistes, c'est-à-dire que les Camerounais originaires du nord, là, qui ont subi tout ceci en 84, ils n'ont pas oublié. Ils n'ont pas oublié. Ils n'ont pas oublié. Eux aussi, ils auront leur mot à dire dans la succession de Paul Biya. Donc le Cameroun en ce moment est comme une chambre à gaz. À tout moment, elle peut exploser. À tout moment, ce pays peut exploser. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, mesdames et messieurs, voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. Partagez également cette vidéo si vous avez aimé. N'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne YouTube, Michel BM-Tong. Merci d'avoir été nombreux à écouter et à très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.